est un film à suspense qui dépeint les divagations d'un jeune homme qui sombre lentement dans la folie. Taxi Driver a été considéré comme un film important, mais en 1976, les gens ne se doutaient pas qu'il aurait une importance historique. Devant les pulsions meurtrières de ce jeune ancien combattant du Vietnam désaxé, la plupart des spectateurs sont sidérés, allant même jusqu'à trembler de peur. Le personnage a beaucoup de faiblesses. Il se sent rejeté, il est solitaire. Quand un spectateur confond la réalité et la fiction, les conséquences peuvent être tragiques. La plupart des gens qui ont de graves problèmes mentaux ne sont pas violents. Mais ceux qui deviennent violents peuvent assez couramment commettre ce qu'on appelle des copies meurtrières. Ils imitent d'autres meurtriers. Voici une copie meurtrière qui va ébranler tout un pays. Il voulait laisser sa marque. Le pire, c'est qu'il a réussi. John Hinckley a pris la décision de tuer le président. À sa sortie en 1976, le film Taxi Driver suscite une énorme controverse dans le monde du divertissement. Quand le film est sorti, personne ne savait quoi penser. Il dépeignait une réalité extrêmement sombre et dure. C'était du jamais vu à Hollywood. Mettant en vedette Robert De Niro dans le rôle de Travis Bickle et Jodie Foster dans celui d'Iris, Taxi Driver raconte comment un ancien combattant du Vietnam tente de sortir une jeune prostituée de 13 ans des rues de New York. Disons que c'est loin d'être un film à la sauce Disney. Taxi Driver a scandalisé beaucoup de gens. Ça faisait peur. Pourquoi? Parce que ça semblait si vrai. Travis est convaincu qu'il ne pourra sortir Iris de son milieu sordide qu'en faisant la guerre à ses souteneurs. Loin des écrans, John Hinckley, fils, un jeune homme de 21 ans natif de Dallas, croit qu'il peut en faire autant. Ayant grandi dans une famille aisée, Hinckley n'arrive pourtant pas à trouver sa voie dans la vie. John Hinckley vient d'un milieu privilégié. Il est le fils d'un dirigeant de l'industrie pétrolière qui possédait sa propre entreprise. Hinckley venait d'une famille où il fallait réussir, et malheureusement, il n'avait aucun succès. John abandonne ses études universitaires et décide de tenter une carrière musicale à Hollywood. Ses parents soutiennent financièrement son projet de carrière, puisque rien d'autre ne lui réussit. Il croyait pouvoir devenir une vedette de la musique. Ce n'était pas une bonne idée. Il ne connaissait presque rien à la musique. Comme beaucoup de jeunes qui vont tenter leur chance à Hollywood, John Hinckley se retrouve marginalisé. Il voulait devenir auteur-compositeur, mais il ne quittait jamais son appartement. Il avait des rêves de grandeur. Mais il passait son temps à manger de la malbouffe dans son petit appartement délabré d'Hollywood. John commence à mépriser cette ville. Hinckley ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à percer à Hollywood. Il croyait être un grand talent sous-estimé. John n'a pas d'amis, ni personne vers qui se tourner à Hollywood. Un jour, il voit le film Taxi Driver. Il s'identifie tout de suite au personnage principal du film, Travis Bickle. Travis Bickle et John Hinckley étaient tous les deux des marginaux très solitaires. Hinckley était fasciné par le personnage de Travis.
Il va voir le film à répétition, jusqu'à une quinzaine de reprises. Un fait inquiétant qu'a souligné le psychiatre Carpenter, chargé de faire l'évaluation psychologique de Hinckley. Il confondait sa propre identité avec celle du chauffeur de taxi. En 1976, John Hinckley sentait qu'il perdait pied, qu'il pouvait sombrer dans un gouffre, et je crois qu'il voyait dans le film des moyens de s'en sortir. John Hinckley est sidéré de voir à quel point Travis et lui se ressemblent. Ils sont tous les deux des solitaires qui n'arrivent pas à trouver leur voie dans la vie. Peu à peu, John Hinckley décide que toutes ses actions dans la vie seront copiées sur celles de Travis Bickle dans le film. Comme le personnage de Travis Bickle, auquel John s'identifiait, était obsédé par celui de Jodie Foster, il était tout naturel que John devienne lui-même obsédé par la jeune actrice. Comme Travis Bickle dans le film, Hinckley croit qu'il doit sauver Jodie Foster. Il en vient même à éprouver un sentiment amoureux pour elle. J'ai l'impression que John Hinckley a vite adhéré aux solutions de Travis Bickle dans le film. La violence pouvait être une solution, et Jodie Foster aussi. Il confondait de plus en plus sa propre identité avec des choses qu'il voyait à répétition dans le film. S'enfonçant et s'isolant de plus en plus, Hinckley voit Travis Bickle comme un modèle. Hello? Hey, Mom. I'm good. How are you? I actually met this girl. Yeah, she's an actress, yeah. I think you would really like her. Dans le film Taxi Driver, Travis Bickle s'éprend de Iris, mais ce n'est pas réciproque. John Hinckley a imité son héros. Il est même allé jusqu'à s'inventer une relation imaginaire dont il parlait à ses parents. Hey, Mom. Yeah, well, I mean, we had a great time. We went down to Santa Barbara, and it was beautiful. I really wish you could meet her, but it's just so tough to schedule now. Il écrit à ses parents pour leur décrire les voyages qu'ils font ensemble. Il leur parle au téléphone de cette petite amie, cette fille qui n'existe pas et que lui a inspiré le film Taxi Driver. She's busy all the time. I hardly ever see La mère de John est heureuse qu'il ait enfin une compagne. Elle ne se doute pas qu'il s'agit d'un personnage fictif sorti tout droit d'un film. Elle se disait qu'au moins, il avait une petite amie, un soutien dans la vie, alors qu'en réalité, il était toujours aussi seul. Oh, you talking to me? Cette femme n'existait que dans l'esprit de John Hinckley. De jour en jour, l'histoire d'amour imaginaire de Hinckley avec la jeune vedette du film devient de plus en plus inquiétante. En 1979, c'est devenu alarmant. Il s'est mis à s'intéresser aux armes à feu. Hi, can I help you? I see that explosive one. So that's your 32 caliber 6-shot. Pass you that other silver one with the wooden handle. Sure. This one here. Yep. It's your 45 caliber, pretty much similar to the same thing. 6-shot. Just a little heavier. Yeah, there's more kick to it. This will take down your target a lot quicker. That's a lot louder than too. Yeah, it does make more noise. I think I like this one. Okay. Il a acheté un revolver, puis d'autres armes à feu. Ça devait lui procurer un sentiment de puissance. You talking to me? Hmm? Huh? You talking to me? You talking to me? Hey, you talking to me? Seul dans son appartement,
John Hinckley commence à jouer des scènes du film Taxi Driver. Dans le film, Travis Bickle habite un tout petit appartement très quelconque. Dans une scène du film, il joue avec son arme à feu de plusieurs façons différentes. John Hinckley était obsédé par cette scène en particulier. Pour la première fois de sa vie, John Hinckley se sent très spécial. Mais en réalité, il est une bombe à retardement. Tout comme le personnage suicidaire de Travis Bickle. John Hinckley présentait les signes d'une importante dégradation mentale dès la fin de l'automne 1979. À 2 reprises, il a porté le canon du revolver à sa tempe et il a joué à la roulette russe. C'est le genre de choses que seule une personne à l'esprit très dérangé pourrait faire. En 1980, la fixation de John sur le film Taxi Driver atteint un point de non-retour. En lisant le magazine People, il découvre que Jodie Foster s'est inscrite à l'université Yale. Il a menti à ses parents. Il leur a dit qu'il s'était inscrit à Yale en écriture pour devenir écrivain. Il lui a envoyé de l'argent, il a traversé le pays pour se rendre à Yale, mais il n'y allait pas pour étudier. Il y allait pour suivre Jodie Foster. Quand il arrive à Yale, les choses ne se passent pas comme il l'avait espéré. Après plusieurs rejets, il était toujours obsédé par Jodie Foster et il s'est demandé comment il pourrait atteindre son but. Il voulait être en symbiose avec Jodie Foster. Mais comment faire? Ses tentatives auprès de Jodie Foster ne donnaient aucun résultat, tout comme celle de Travis Bickle auprès d'Iris. Il a décidé de faire en sorte que Jodie Foster ne l'oublie jamais. Le public a un coup de cœur pour Jodie Foster dès qu'elle apparaît dans le film Taxi Driver. La jeune actrice qui est en nomination pour un Oscar ne se doute pas qu'un de ses admirateurs, John Hinckley fils, prend le film un peu trop au sérieux. Jodie était en passe de devenir la nouvelle coqueluche de Hollywood. Il n'était donc pas étonnant que des gens soient obsédés par elle. Mais dans le cas de Hinckley, ça dépassait les bornes, c'était malsain. Hinckley décide d'intensifier sa traque et se rend à l'université Yale, où Jodie Foster s'est inscrite. Pourtant, une fois à Yale, John a peur d'approcher l'actrice. John Hinckley est un type très timide. Il ne se voyait absolument pas approcher Jodie Foster et se mettre à lui parler. Il a donc commencé par lui téléphoner quelques fois. Jodie ignore toutes ses tentatives de communiquer avec elle. Il l'a appelée et elle lui a dit « Qui êtes-vous » It's John. Il bafouille son nom. John Hinckley. John Hinckley. Haven't you got any of my messages? Une autre fois, il a entendu des gens rire. What are you laughing at? Il a demandé à Jodie Foster pourquoi elle riait. Pourquoi ils riaient tous. Elle lui a dit qu'il riait de lui. Cherchant désespérément à se faire aimer de Jodie, John lui écrit un poème intitulé « Je connais une fille ». Je connais une fille que les mots ne peuvent décrire. Je ne la connais pas bien, mais je la connais et elle sait que je l'aime. Je ne connais pas ses sentiments envers moi, mais elle sait que je connais son nom. Au grand désarroi de John, Jodie n'est pas impressionnée et elle l'ignore toujours. Il ne se décourage pas pour autant. Il continue de poursuivre son objectif. Comme Travis Bickle, Hinckley réagissait très mal au rejet. C'était quelque chose qu'il méprisait. Tout comme le héros du film, il croyait savoir quoi faire pour changer les choses. Hinckley croit qu'il arrivera à se faire remarquer de Jodie seulement s'il tue quelqu'un. Et il a choisi la cible idéale pour faire beaucoup parler de lui.
le président Jimmy Carter. Travis Bickle avait d'abord voulu assassiner un politicien. Quand John Hinckley a décidé de l'imiter, il ne pouvait pas choisir de meilleure cible que le président des États-Unis. C'est le projet d'un homme qui a perdu la raison. Pour la plupart des gens, ça dépasse l'entendement. Mais John Hinckley, fils, n'est pas comme la plupart des gens. Il s'est armé, il s'est procuré des munitions, il faisait les choses à peu près de la même façon que Travis Bickle. John Hinckley s'est rendu à Nashville. Il est allé à un rassemblement de Jimmy Carter. Et il a évalué la situation, tout comme Travis dans le film. John Hinckley s'approche dangereusement du président. La situation devenait dangereuse. Il était tout près. Il était à quelques pas du président des États-Unis. Le jeune désaxé semble être prêt à passer à l'histoire. John Hinckley s'est rendu armé au rassemblement de Jimmy Carter à Nashville. Il s'est approché tout près de Jimmy Carter. Va-t-il commettre le crime suprême en assassinant le président? Il n'a pas été capable de tirer. Il n'était pas tout à fait prêt. Il n'était pas encore assez désespéré. Ce n'est qu'une question de temps. Il va bientôt exploser. John Hinckley n'était pas prêt à tirer, mais il y réfléchissait. Il se préparait. Peu de temps après, il est appréhendé à l'aéroport de Nashville. Il a été accusé de possession illégale d'armes à feu. Hinckley ne reçoit qu'une amende de 62 $, après quoi il est libéré. John sombre encore plus dans la folie après avoir réussi à s'approcher du président Carter. Même s'il a vite été libéré, ses parents sentent que quelque chose ne tourne pas rond après avoir appris la raison de son arrestation. La mère de John Hinckley a compris que son fils n'était pas dans son état normal. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et il était grandement temps de consulter. I'm just a little bit worried about him. He just seems a little down and usually engages more, and just want to know really why, if there's any reason. Tell me what happened at the airport. I just forgot it was there. Do you usually carry around a gun? No. Do you have a fascination? No, I do not. So how are you feeling? Is anything troubling you? La thérapie que suit John Hinckley ne mène à rien, puisqu'il ne parle pas de son obsession pour le film Taxi Driver. Il n'a rien révélé de tout ça à la psychiatre. Il est allé chez la psychiatre seulement parce que ses parents ont insisté. Personne n'était au courant de son obsession. La psychiatre conclut qu'il présente des signes d'immaturité affective. Should definitely hold back on money. La psychiatre a déclaré que pour aider Hinckley à devenir vraiment adulte, il fallait que ses parents le laissent se débrouiller et le soutiennent beaucoup moins. Should really stop supporting him. Maintenant que le seul lien de John avec le monde extérieur est éliminé, jusqu'où ira-t-il pour se faire remarquer par la jeune actrice de cinéma Jodie Foster? Il cherchait vraiment à se sortir de sa situation désespérée. Il savait qu'il devait faire quelque chose et il pensait de plus en plus à poser un geste spectaculaire, comme un assassinat. Désormais livré à lui-même, John achète 2 autres armes à feu. Il en a maintenant 7.
Sa fixation sur Jodie Foster atteint son paroxysme. Fou d'amour, Hinckley ne peut attendre une journée de plus pour révéler ses sentiments à Jodie. Le 10 mars 1981, il lui écrit une lettre très troublante. Jodie, adieu. Je t'aime 6 billions de fois. Ne m'aimes-tu pas? Peut-être un tout petit peu. Avoue que je suis différent. Ça ferait toute la différence. Il était très abattu. Et il a décidé de traverser le pays et d'aller tuer Jodie Foster. Il voulait tuer Jodie Foster et se tuer ensuite, ou se tuer devant Jodie Foster. Il n'avait pas encore décidé. John Hinckley va-t-il poser un geste irréparable? Après des rejets répétés, Travis Bickle devient violent. Après d'incessants rejets, Hinckley a aussi recours à la violence. Dans Taxi Driver, l'équilibre mental précaire de Travis Bickle tient les spectateurs en haleine du début à la fin du film. Le 10 mars 1981, John Hinckley, fils, décide d'imiter son alter ego cinématographique. Il aimait énormément ce film parce qu'il était le reflet de sa vie. Tout comme Travis Bickle, il était un psychopathe solitaire prêt à tuer pour arriver à ses fins. Tout ce que John Hinckley désire, c'est se faire aimer de Jodie Foster. Désespéré, il a écrit à Jodie Foster. Jodie, adieu, je t'aime 6 billions de fois. Ne m'aimes-tu pas peut-être un tout petit peu? Il était fou d'amour, et sa lettre était une supplication. Il la suppliait de le remarquer, mais elle a continué de l'ignorer. John est prêt à tout pour obtenir la seule chose qui compte à ses yeux. Bientôt, le monde entier va découvrir à quel point John est désaxé. Il est en route pour New Haven, où il a l'intention de tuer Jodie Foster. Il veut la tuer, se tuer ensuite, ou simplement se tuer devant elle. C'est un autre lien avec le film Taxi Driver. Ce type avait vraiment des pulsions meurtrières. Pendant sa traversée du pays, l'autocar s'arrête à Washington. John Hinckley descend dans un hôtel du centre-ville de Washington et il ne dort presque pas de la nuit. Ronald Reagan a battu Carter à l'élection de 1980. Il est maintenant président et Hinckley modifie son plan d'action. Le matin, il se lève, il va déjeuner chez McDonald's et il achète le Washington Star. De retour à l'hôtel, il voit dans le journal que Ronald Reagan doit faire une apparition l'après-midi dans un hôtel qui se trouve tout près, le Hilton de Washington. Il a une idée sortie tout droit de Taxi Driver. Ce qui est très troublant, c'est que Travis Bickle rêvait de tuer le président, mais il a eu peur et il ne l'a pas fait. Alors que Hinckley voulait vraiment le tuer. Il était prêt à le tuer. Le matin même, John décide d'écrire un genre de déclaration. Chère Jodie, il se peut très bien que je sois tué en essayant de tuer Reagan. C'est pour cette raison que je t'écris cette lettre. Je l'écris 1 heure à peine avant de partir pour me rendre à l'hôtel Hilton. Jodie, je t'en supplie, sonde ton cœur et donne-moi au moins une chance, grâce à ce geste historique, de gagner ton respect et ton amour. Je t'aime à jamais. John Hinckley. C'était une lettre d'amour. Une lettre qu'on lirait après sa mort. Il a écrit cette lettre parce qu'il craignait de se faire tuer 1 heure plus tard en faisant quelque chose pour impressionner Jodie.
La lettre tordue de Hinckley à Jodie Foster est la preuve indéniable que son obsession pour l'actrice a atteint son paroxysme. C'était un homme dangereux qui voulait désespérément devenir célèbre pour entrer en relation avec Jodie Foster. John va passer à l'action. C'est maintenant inévitable. Reste à savoir combien de personnes vont perdre la vie. Il a pris des balles, il a chargé son revolver et il s'est rendu à l'hôtel Hilton. Vers 14h30, en plein jour, John Hinckley fils attend patiemment à l'extérieur du Hilton de Washington, où le président Reagan adresse un discours. John Hinckley est armé, il est désespéré et il attend le président qui fait un discours. Tout est en place, ça va barder. Hinckley attend patiemment et personne ne se doute de ce qui est sur le point de se passer. C'était le moment que John Hinckley attendait. Il croyait vraiment que ce geste historique, selon lui, allait l'unir à Jodie Foster. Dans le film Taxi Driver, Travis Bickle s'apprête à tuer un candidat à la présidence, mais il est déjoué par des gardes du corps qui voient venir le drame. Dans la réalité, John Hinckley fils est prêt à s'éloigner du scénario pour arriver à ses fins. Une limousine noire est garée à quelques mètres d'où se trouve John. C'est le véhicule dans lequel Reagan doit repartir. Quand les portes de l'hôtel s'ouvrent, le président Reagan sort de l'immeuble, entouré d'agents des services secrets et de membres de son personnel. Reagan est sorti de l'hôtel en saluant la foule et John Hinckley a cru qu'il ne saluait que lui. Pendant qu'on l'escorte à son véhicule, Reagan ne se doute absolument pas que quelqu'un s'apprête à le tuer. Il savait ce qu'il avait à faire. Il était prêt, il tenait son arme, le doigt sur la détente. Il ne restait plus qu'à tirer. Au moment où Reagan va s'asseoir dans la limousine, une voix s'élève de la foule, celle de John Hinckley fils. John Hinckley a crié. Mr. President! John Hinckley fils est sur le point de bondir de la foule pour tenter d'abattre l'homme qui, en 1981, est le leader du monde libre, le président Ronald Reagan. John a une fascination maladive pour Jodie Foster depuis qu'il s'identifie au protagoniste du film Taxi Driver qu'il a regardé à répétition. Devant l'hôtel Hilton, Hinckley attend que Reagan s'approche enfin. Il a le doigt sur la détente d'un revolver caché. À cet instant précis, il se dit « Je vais tuer le président ». Et grâce à mon geste historique, Jodie va enfin découvrir la profondeur de mon amour pour elle. Mr. President! Mr. President! Il a tiré 6 balles qui ont touché des gens. Une balle s'est perdue et une autre a atteint la voiture. Près de la limousine, des gardes du corps armés trouvent rapidement le tireur. Les agents des services secrets, vous vous en doutez bien, ont tout de suite repéré Hinckley. Ils ont couru vers lui et lui ont sauté dessus. Hinckley est arrêté, mais il a eu le temps de blesser gravement 4 personnes devant l'hôtel. Le blessé le plus grave était le secrétaire de presse James Brady. C'est un miracle que personne ne soit mort. James Brady avait une balle dans le cerveau. Il a vraiment frôlé la mort. Les autres victimes, le policier Thomas Delahanty et l'agent des services secrets Timothy McCarthy, ont tous les deux des blessures sans gravité.
autre personne a reçu une balle. La 6e balle a ricoché sur la limousine, puis elle a atteint Ronald Reagan. Elle s'est logée à moins de 3 cm de son cœur. Le plus étonnant, c'est que Reagan ne se rend même pas compte qu'il est atteint. Il voulait le ramener au plus vite à la Maison-Blanche, en sécurité, mais il s'est mis à cracher du sang. Are you okay, Mr. President? No, do that. Let's go to the hospital. To the hospital now. La limousine a tourné en direction de l'hôpital. La vie de Reagan était en danger. À l'hôpital, Ronald Reagan est capable d'entrer à l'urgence en marchant. Mais très vite, il s'effondre et on le transporte à toute allure en salle d'opération. Tout le monde s'est mis à chercher où la balle s'était logée dans sa poitrine. Le chirurgien cherchait désespérément la balle. Il avait peur qu'elle s'introduise dans une artère, qu'elle monte au cerveau de Reagan et qu'elle le tue. Heureusement pour le président et pour le pays tout entier, Reagan survit à l'opération. Reagan était un président qui aimait que tout soit préparé, que tout soit écrit. C'était un acteur. À 14h27, quand John Hinckley a tiré à 6 reprises, ce n'était pas écrit. Il n'y avait plus rien d'écrit. Des agents du FBI interrogent John Hinckley fils au sujet de sa tentative d'assassinat. Mais le jeune homme ne veut parler que d'une seule chose. I have a question for you. Go ahead, you can ask a question. Were the Oscars postponed this year? Are the Oscars still on? Yes. La remise des Oscars devait avoir lieu, et John Hinckley a demandé aux enquêteurs si elle avait été reportée. Were the Oscars postponed this year? Yes, the Oscars have been postponed. Why do you ask? Si la cérémonie était reportée, pour Hinckley, c'était la preuve qu'il avait bel et bien posé un geste historique. C'était médiatisé et Jodie Foster serait mise au courant. Les agents du FBI poursuivent leur interrogatoire et John Hinckley commence à parler d'un probable mobile. Is it just you? Did someone tell you to do it? En examinant le contenu de son portefeuille, ils ont trouvé plusieurs photos. Des photos d'une femme. Who are they? Why are they there? Is it your girlfriend? I think if you have this, you know the story. Hinckley dit aux agents que dans sa chambre d'hôtel, il y a une lettre dans laquelle tout est expliqué. Les agents du FBI se rendent à l'hôtel, ils trouvent la lettre, et quand ils la lisent, ils sont complètement sidérés. Les enquêteurs ne s'attendaient pas du tout à ce genre de choses. Quand quelqu'un tente d'assassiner le président des États-Unis, d'habitude, il s'agit d'un geste politique. Mais dans le cas de Hinckley, ça n'avait rien de politique. Il n'était pas très politisé. Il aurait aussi bien pu tirer sur le président Carter que sur Reagan. Les agents étaient stupéfaits quand ils ont découvert que ça n'avait rien à voir avec Reagan, ni même avec la politique. Il avait tiré parce qu'il était obsédé par une vedette de cinéma. Dans la chambre d'hôtel de John, on trouve aussi 2 boîtes de munitions, une copie VHS du film Taxi Driver et une carte postale. Ils ont trouvé une chose très bizarre dans sa chambre. Une carte postale sur laquelle il avait écrit à Jodie Foster « Tu es vierge, pas vrai ?» Jodie Foster est sidérée quand elle découvre quelles étaient les motivations tordues de Hinckley derrière sa tentative de meurtre.
Jodie Foster avait espéré pouvoir mener une vie d'étudiante tout à fait normale à Yale, et pour elle, c'était la fin de ce rêve. Elle était aussi une victime. À cet égard, Jodie Foster est aussi une victime de John Hinckley. Jodie Foster entendra encore parler de John Hinckley fils. Son procès procure à John Hinckley une autre occasion de se faire remarquer de Jodie Foster. L'affaire a secoué les États-Unis. Les gens voulaient qu'il soit tenu responsable. Très peu de gens arrivent à comprendre comment le film Taxi Driver a pu donner à John Hinckley l'idée de commettre l'une des tentatives de meurtre les plus tordues de toute l'histoire des États-Unis. La nouvelle a ébranlé tout le pays. Le président des États-Unis, le nouveau président en poste depuis à peine 2 mois, avait déjà été la cible d'une tentative d'assassinat. Pour bien des gens, c'était vraiment terrifiant. Les Américains vont bientôt découvrir à quel point cette affaire est tordue. À son procès, les avocats de John Hinckley plaident la non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. John Hinckley a tiré sur le président et le gouvernement avait des images de l'incident. Il ne pouvait donc pas nier les faits. Il ne pouvait pas dire « ce n'est pas moi ». L'aliénation mentale était la seule défense possible. Un des experts de l'équipe de défense, le psychiatre William Carpenter, révèle que Hinckley s'identifie au personnage de Travis Bickle du film Taxi Driver. Il se faisait de fausses idées. La plupart des gens qui ont de graves troubles mentaux ne sont pas violents. Parmi ceux qui deviennent violents, il y a assez fréquemment des gens qui imitent d'autres meurtriers et qui commettent ce qu'on appelle des copies meurtrières. C'était sans doute le cas de John Hinckley. Il s'identifiait tellement au personnage du film qu'il a fini par endosser l'identité de Travis Bickle. Selon Carpenter, Hinckley s'était imprégné de l'identité de Travis Bickle et il croyait pouvoir sauver Jodie Foster, tout comme Bickle voulait le faire dans le film. Dans le cas de Hinckley, j'ai rendu un diagnostic de schizophrénie. C'est une maladie qui se manifeste différemment selon les cas. Les schizophrènes gèrent les informations affectives différemment. Hinckley n'avait pas des réactions affectives normales dans des situations très courantes. En 1982, le fardeau de la preuve incombe à la poursuite. À l'époque, quand des avocats évoquaient l'aliénation mentale, le gouvernement devait prouver que l'accusé était sain d'esprit au moment des faits. Ce n'était pas à l'accusé de prouver le contraire. Après un procès de 2 mois, le jury rend son verdict. Les jurés ont eu du mal, mais après 3 jours de délibération, ils sont parvenus à un verdict de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. En général, les gens étaient outrés par ce verdict. Hinckley est déclaré non coupable, mais il n'est pas un homme libre pour autant. Un accusé déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale n'est pas libre. Il ne peut pas rentrer chez lui. Hinckley a été interné au St. Elizabeth's Hospital, un hôpital où sont détenus les meurtriers fous à Washington. Hinckley doit rester à St. Elizabeth's pour une période de temps indéterminée. Il devait y rester jusqu'à ce qu'il puisse convaincre le juge qu'il n'était plus un danger pour lui-même, pour Jodie Foster, pour aucun président, ni pour la société en général. Pendant sa première année d'internement à St. Elizabeth's, John Hinckley fait peu de progrès. Il fait même une tentative de suicide ratée avec des antidépresseurs. Il a continué à souffrir de troubles mentaux pendant de longues années, c'était évident, quand il était à St. Elizabeth's. Sa thérapeute travaille inlassablement pour tenter de le guérir de sa fixation sur Jodie Foster. Hello? I thought I'd come and
we could have a chance to talk a little and find out how you're doing. Good. How are you? Well, I'm doing fine. I'm a little concerned about you. You're seeming very lonely. Yes, but I can write, so that helps. You write? Oh. Can you tell me about your writing? I usually just write letters and don't mail them or write my thoughts. When you write letters, who are you writing letters to? I think you know. I know. Are you sure? Why don't you tell me who you share your letters with? I sometimes write to Jody. So you're still sending letters to Jody? Do you think she likes to get these letters? I hope so. What do you have to say to Jody? I just tell her how I feel and what I'm thinking and what's going on. Because I know she has feelings for me, and I think she likes to see that I still have feelings for her. Malgré tous les soins psychiatriques qu'il recevait à St. Elizabeth's, il écrivait toujours à Jodie Foster. Il continuait d'être obsédé par elle. La chose la plus importante dans ma vie, c'est d'avoir l'amour et l'admiration de Jodie Foster. Si je ne peux pas avoir ces choses, personne ne peut les avoir. Après plusieurs années, les médecins remarquent une amélioration de l'état mental de Hinckley. De deux choses l'une. Ou bien il est vraiment rétabli, ou bien il joue la comédie. Je ne connais pas la réponse. How you feel today? Okay. We'll take you off the medication, and hopefully you can finally have some outside visits soon. How's that sound? Sounds great. Okay. Be nice. Yeah, definitely. Hopefully some of your family members can come and visit and cheer you up a little bit. En 1992, Hinckley arrête de prendre des médicaments psychiatriques et on lui permet de faire des sorties sans surveillance. Le rétablissement de John Hinckley s'est poursuivi et son état s'est amélioré à tel point qu'on lui a accordé de plus en plus de privilèges. Il peut faire des sorties plus fréquentes. Il peut entrer en contact avec plus de gens. Il y a tout de même certaines restrictions. John Hinckley ne sera probablement jamais complètement libre. Il sera toujours plus ou moins surveillé. La décision de le libérer n'est pas facile à prendre. Les gens ont fini par comprendre qu'il était fou, ou qu'il pouvait avoir été fou au moment des faits. Mais ce n'était tout de même pas un verdict très satisfaisant. Pourtant, la sentence de Hinckley est peut-être un mal pour un bien. John Hinckley était accusé de tentative de meurtre, un crime passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. C'était il y a plus de 20 ans déjà. Si John Hinckley avait été reconnu coupable, il serait déjà libéré et il pourrait faire tout ce qu'il veut, alors qu'aujourd'hui, il est toujours sous surveillance à St. Elizabeth's. Une chose est certaine, à cause de Travis Bickle et du film Taxi Driver, John Hinckley ne cessera jamais complètement de penser à Jodie Foster. Il a eu ce qu'il voulait. Il s'est fait remarquer de Jodie Foster. Il voulait peut-être aussi devenir célèbre pour que son nom passe à l'histoire. Il a presque atteint son but. Il sera à jamais tristement célèbre. Et pour un voyage spirituel.